Très bien. Je vous remercie pour cette présentation qui va nous permettre sans doute d'apporter un certain nombre d'interrogations de la part des collègues présents. Est-ce que Maxime Lenné souhaite prendre la parole? Merci. Je vous appelle Monsieur le Président, du coup, aujourd'hui, comme vous présidez la séance. Voilà. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette présentation. J'ai deux petites séries de questions sur deux sujets différents. Alors, même si vous avez dit que vous ne pouviez pas rentrer trop dans le détail sur CIGEO, malgré tout, à partir des éléments que vous avez donnés et des éléments du rapport, j'ai deux questions. La première, c'est sur la fin de la FIPIL, la phase pilote, industrielle pilote. Donc, vous avez dit que la préconisation qui est la vôtre, c'est à la fin de la FIPIL de ne pas interrompre la descente des colis avant d'avoir l'autorisation. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans votre rapport, nulle part, il n'est fait mention d'une décision du Parlement. Or, jusqu'ici, dans tous les documents, que ce soit la DAC, que ce soit le PNG MDR actuel, il y a bien une décision du Parlement pour dire si on poursuit ou pas. Donc, j'ai une question là-dessus. Et la deuxième question, elle est par rapport au changement climatique, puisque CIGEO donc est placé sur le calcaire du Barrois. Il y a très peu d'occurrences dans votre rapport, il y a que 2 occurrences du changement climatique, dont une qui dit qu'on va faire des études, notamment pour voir si le changement climatique peut avoir une incidence sur des inondations sur les structures. Mais il n'y a rien, par exemple, sur cette fameuse couche de calcaire. Moi, je suis allé visiter CIGEO, je suis descendu à 500 mètres sous terre au printemps. On m'a expliqué que le projet de CIGEO n'était plus de faire un coffre-fort, mais d'organiser la compétition entre la migration des radionucléides et la décroissance de leur radioactivité. Bon, j'imagine qu'avec le changement climatique, cette couche de calcaire peut évoluer et malheureusement faire en sorte que nous perdions la compétition. Ma deuxième série de questions, c'est sur le cycle du combustible. Si j'ai bien compris, l'uranium de retraitement, pour le réenrichir, on est obligé de passer par la Russie. On n'a pas vraiment de solution actuelle sur l'uranium de retraitement appauvri, sur l'uranium de retraitement enrichi usé, sur le MOX usé. Et donc, on ne sait pas trop quoi faire de toutes ces matières pour l'instant. Le MRREP, comme le RNR, il reste beaucoup de défis en termes de recherche et développement. Et donc, tout ça n'est pas gagné. Alors, vous avez dit ce qui coince, c'est plus le politique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des défis à la fois technologiques, industriels. Et il y a la question des coûts qui n'apparaît pas beaucoup. Alors, vous avez fait quelques alertes, mais on manque quand même de chiffres. Et sur cette question du cycle, et ce sera ma dernière question, il y a beaucoup de choses qui devraient se passer dans le site de La Hague. On ne sait pas trop quoi pour l'instant, parce que dans l'année qui s'est écoulée, on a eu des annonces un petit peu contradictoires. On a quand même beaucoup d'installations d'INB dans un secteur où Flamanville se trouve à peine à 20 km, avec déjà 2 réacteurs en fonctionnement et un EPR qui peine à diverger. Est-ce bien raisonnable ? Daniel Salmon. Merci, Monsieur le Président. Merci pour... Ça va être plus simple. Voilà. Merci pour votre présentation. Je note déjà sur la première, sur l'intitulé recyclage complet. Alors, je voudrais bien savoir si on peut arriver à un recyclage complet. Pour moi, il y a des actinides mineurs et on a toujours des déchets. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une petite tromperie sur le titre? Mais vous allez m'expliquer ça, bien entendu. Un certain nombre de questions, d'ailleurs, qui font écho aux déclarations de Bernard de Rosuc, qui vient de faire son pot de départ et qui pointait la fragilité de la filière, en lien en particulier donc avec la gestion des déchets et pointant que le moindre aléa pouvait mettre à mal toute la filière. J'ai des questions concernant les SMR, puisque je vois qu'on finance en quelque sorte des start-up qui ont des projets plus ou moins crédibles. En particulier, j'ai noté, il y en a un qui s'appelle Renaissance Fusion. Est-ce que les start-up sont en capacité de travailler aujourd'hui sur la fusion lorsque l'on voit les difficultés que l'on a sur ce sujet? La transmutation dont on parle beaucoup, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point dessus. Également, on parle surtout là de la gestion des déchets des combustibles, mais quid
de tous les déchets liés au démantèlement des centrales. Ça aussi, c'est pointé par Bernard de Rosuc comme étant quand même une question et qu'on n'a pas les sites adéquats aujourd'hui pour le démantèlement. J'avais visité Chinon et j'avais vu les 3 réacteurs qui sont à l'arrêt et qui ne sont toujours pas démantelés. Étant breton, je connais Brennelis qui, arrêté en 1985, le cœur est toujours là. Donc il y a quand même le sujet de ce démantèlement qui est on ne peut plus présent. Et puis ma dernière question sera sur le coût, enfin les 2 coûts. Le coût économique qui est très peu présent dans votre rapport, effectivement, ce n'est peut-être pas le but de ce rapport, mais on parle d'investissements conséquents et on n'a aucune idée des montants liés à cette, je dirais, l'amont et l'aval. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous produisions, on l'a bien compris, de nouveaux combustibles. Une partie de nos combustibles aujourd'hui sont importés du RSS, on va dire, l'ex-URSS. Et donc, qu'en est-il de ces investissements? Et le coût également en recherche. On parle du CEA qui devrait faire davantage de recherche, mais en a-t-il les moyens? Et faut-il, ça aussi c'est une décision politique, mettre davantage de moyens sur la recherche nucléaire ou la mettre ailleurs? Bon, ça c'est pas, sans doute pas, c'est pas vous qui allez répondre à cette question-là, mais voilà. Et on a vraiment besoin d'avoir une lisibilité sur l'ensemble de la filière et le coût énergétique également de toute l'amont et l'aval, parce que qu'est-ce qui est consommé dans la filière nucléaire pour la production du combustible en énergie et qu'est-ce qui est consommé également dans la gestion des déchets? Voilà, beaucoup de questions. Bon, je vais commencer par essayer de répondre à cette série de questions et puis ensuite on pourra continuer. Et je solliciterai probablement mes collègues pour certaines de ces questions. En particulier sur la question FIPI, je propose à Philippe de répondre. Oui, ce que nous avons voulu dire, c'est que donc, le dossier de FIPIL en fait, va être instruit pendant une certaine période. Et à l'issue de cette instruction, donc effectivement, le Parlement se prononcera. Ce que nous avons voulu dire, c'est que cette période peut être plus ou moins longue et qu'il serait très difficile pendant cette période d'instruction du dossier d'arrêter, je dirais, toute la mécanique, toute la cinétique de descente des colis et de mise en œuvre de l'installation. En fait, c'est ça que nous voulons dire, c'est que pendant cette période, une période d'instruction du dossier, donc il y aurait un très grand risque d'arrêter une installation qui est en fait de type industriel. Et on sait très bien que lorsqu'on arrête une installation industrielle, le redémarrage est toujours très compliqué. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas omis de comprendre que le Parlement donc, se prononcerait, mais ce que nous avons voulu dire, c'est effectivement qu'il faut faire attention à ne pas, comment dire, empêcher la cinétique de l'installation de se dérouler, sauf à entraîner des difficultés de redémarrage si la décision donc, est prise. Concernant le changement climatique, alors je ne vais pas répondre à la question est-ce que CIGEO marche ou pas, y compris avec ou sans changement climatique, parce que je réserve ma réponse pour... je la réserverai pour toutes les questions sur CIGEO, tant qu'on n'a pas fini l'instruction. Hein. Je vais simplement quand même... Oui, bien sûr, on travaille dessus. Donc, je vais donner quelques éléments. Donc, sur le changement climatique, on y travaille sur le court moyen terme, on va dire. Qu'est-ce qui nous attend sur les quelques dizaines, centaines, on va dire centaines d'années d'exploitation? Est-ce que les installations sont conçues pour résister au changement climatique? Donc c'est là que les inondations arrivent. Mais on pourrait dire, alors je ne sais pas si ça va dans le bon sens, mais est-ce que les chutes de neige qu'on peut attendre sont bien dimensionnées? Ça, c'est le premier point. On regarde aussi sur le long terme avec, alors cette fois-ci, ces changements climatiques à l'ère géologique, hein, y compris le passage des prochaines glaciations et l'évolution on va dire des conditions limites de CIGEO avec l'évolution
des paysages, des flux d'eau dans le milieu. Alors, sur la partie Barrois en particulier, et ce que vous avez mentionné, la compétition migration versus désintégration, le stockage, c'est la partie qu'on a construite, plus la totalité de la couche argileuse. Et c'est cette partie-là qui est importante. Et donc, quand on dit cette compétition, elle concerne cette couche-là. La couche du Barrois, c'est celle qui est tout au-dessus. Et on a encore plusieurs couches. Alors, les couches intermédiaires n'ont pas de rôle dans la sûreté, hein, enfin, sur l'objectif de confinement de CIGEO, mais vous voyez que c'est complètement c'est bien déconnecté. Encore une fois, je n'ai pas dit c'est bien, c'est mal. Je donne quelques éléments généraux. Sur l'URT, je pense que j'ai mal noté la question. Vous vouliez savoir... Ah voilà, donc je répondrai aux deux questions en même temps. La filière est en train de s'organiser pour consolider, c'est ce que je disais dans les transparents, pour consolider la filière, alors en France ou en Europe. Donc s'extraire du giron de la Russie pour le retraitement de l'URT. Je ne crois pas que le site soit définitivement choisi. Il y a plusieurs options sur la table. Je voudrais relativiser un tout petit peu alors se mettre dans la main de la Russie pour une partie de la filière, c'est évidemment pas souhaitable. Et donc, consolider cette souveraineté, c'est très bien. Il n'y a pas une urgence folle non plus sur la reconsommation de l'URT. On est content de ne pas le stocker, on est capable de le valoriser et d'en faire quelque chose. Si on ne sait pas le valoriser, ça devient déchet. Hein. Mais on a le temps de le faire. Ce n'est pas une urgence à l'année. S'il faut quelques années pour développer cette filière, ça ne change pas la structure d'approvisionnement en combustible pour la France. Ensuite, alors pareil, je vais répondre en même temps sur les défis pour le multirecyclage REP et RNR. Alors, j'ai peut-être mis trop l'accent sur la politique en disant qu'il y a des choses qui ne me concernent pas, moi, commission, puisqu'il s'agit de choix de société. Hein, comment on a envie de produire notre électricité, de combien d'énergie avons-nous besoin. Tout ceci, c'est le bon endroit pour en discuter. Moi, je suis là uniquement pour éclairer sur les aspects techniques et leurs implications. Sur la partie industrielle, évidemment, il y a encore des choses à faire. Alors, j'ai dit que sur le MREP, le projet technique nous paraît plus solide aujourd'hui que ce qu'on avait pu voir ces dernières années. Il reste des choses à faire pour arriver jusqu'au bout de l'analyse, et je sais que la filière travaille dessus. À la fin, il y aura aussi un choix politique. Est-ce que c'est une bonne idée de faire du MREP ou pas ? L'année dernière, nous avions dit dans notre rapport, il serait préférable de faire du RNR directement sans passer par le MREP. On s'appuyait là-dessus sur un certain nombre de difficultés qu'on voyait avec le MREP. Une partie de ces difficultés sont levées. Je continue à dire que le choix de faire du MREP, de passer directement au RNR ou de rien faire du tout, est un choix politique. Je vais répondre sur la partie, enfin, je vais ne pas répondre sur la partie La Hague. Donc effectivement, il y a un certain nombre de projets qui sont prévus à La Hague. Il y a en particulier sur les usines du cycle. Alors, je ne sais pas jusqu'où l'analyse de ces projets ont été, donc je ne peux pas vraiment les commenter. Et puis, par ailleurs, la question que vous posez était plutôt du point de vue de la sûreté. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir tout ça ? Et la sûreté ne fait pas partie du périmètre de la commission. Donc, vous me permettrez d'éluder cette question ou de vous proposer de la reposer aux personnes dont c'est la compétence. Alors, ensuite, le titre « Recyclage complet ». Alors, recyclage complet, évidemment. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Fermeture du cycle. Le cycle n'est pas fermé, même quand il est réputé fermé. Et quand on dit le cycle complètement fermé,
Alors, il est fermé au sens où nous ne faisons plus rentrer d'uranium naturel, mais il y a encore des choses qui sortent. Alors, qu'est-ce qui sort? Il sort les produits de fission, qui seront, quoi qu'il arrive, des déchets. Il ressort alors le plutonium dans le cycle fermé qui devient un combustible, et puis il sort des actinides mineurs qui sont, on va dire, difficilement valorisables énergétiquement. Hein. Je retombe sur la question de transmutation. Techniquement, il y a des choses qu'on pourrait faire, tout n'est pas démontré. La Commission s'est déjà exprimée sur le fait que la transmutation pouvait avoir des effets bénéfiques, en particulier pour réduire l'emprise du stockage, en éliminant une partie des actinides mineurs les plus chauds. Pour autant, il restera des déchets, produits de fission et actinides mineurs. Donc, recyclage complet, c'est plutôt valorisation au mieux de la matière, donc l'uranium d'une part, et puis le plutonium qui sort de la boucle. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Bon, je suis désolé, il y a une espèce d'oxymore peut-être là-dedans. Je ne dirais pas que c'est une entourloupe. Hein. Il se trouve que c'est le langage consacré. Oui, je ne sais pas si c'est... Enfin, bon. À partir du moment où on est clair sur de quoi on parle, ça me paraît un projet... faire évoluer le langage me paraît secondaire. Sur la fragilité de la filière déchets, alors j'ai assisté au discours de M. de Rozuc. Alors je ne l'ai pas ressenti de la même manière. Il a dit qu'il était important d'avoir consolidé la totalité des briques de toutes les filières de déchets, de manière à ce que c'est ma perception de ce discours, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fragilité sur la production nucléaire. Une production nucléaire qui n'est pas, ou d'ailleurs n'importe quelle industrie qui n'est pas capable de gérer ces déchets, il y a un souci. Je pense que ma collègue suédoise vous dira qu'en Suède, c'est même interdit de faire une activité si on n'a pas d'exutoire. Voilà. Pardon ? Exutoire, oui. Donc je le rejoins sur le fait que oui, il faut qu'on trouve un exutoire pour tous les déchets. Alors c'est en cours pour les déchets de haute activité, moyenne activité, vie longue. En tout cas, c'est en cours d'instruction. Je ne préjuge pas de l'atterrissage de cette instruction. Pour les déchets de faible activité, c'est également le cas. Pour les déchets de faible et moyenne activité, il y a encore un trou dans la raquette. Hein, on l'a mentionné l'année dernière. Et c'est quelque chose sur lequel nous avons prévu de nous repencher cette année. Voilà. Alors, vous aviez parlé également des startups. Alors, bon, le sujet est vaste et il est un peu en limite de notre compétence, donc je ne porterai pas de jugement sur la maturité technique des projets. J'ai attiré l'attention sur le fait que nous souhaitions que cette maturité soit évaluée, non pas pour éliminer les projets les moins matures, mais qu'on soit sûr de où est-ce qu'on met notre argent. En tant que contribuable, je veux bien payer pour un projet qui arrivera dans 50 ans, mais il ne faut pas qu'on me dise qu'il arrive l'année prochaine. Voilà, c'est le sens de cette remarque. Depuis, cette analyse indépendante a été menée. Alors, les résultats ne sont pas communiqués. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront communiqués, d'ailleurs. Mais il y a une analyse qui a été réalisée. Alors, sur Renaissance Fusion en particulier, il s'agit de fusion. Donc c'est des projets qui sont évidemment à un peu plus long terme que des projets qui reposent sur des concepts déjà bien éprouvés. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus que ça. Hein. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses dans votre question. Pardon, je vais quand même compléter. Un point sur lequel nous sommes vigilants, c'est l'approvisionnement en matière et les déchets produits par ces startups. Alors, on a commencé à rencontrer les startups il y a 3 ans maintenant, je pense. Et il y a 3 ans, la question matière était pour eux assez accessoire.
je fabrique un réacteur et j'irai à la station-service quand j'aurai besoin d'essence, sachant que il n'y a pas de station-service, pas au coin de la rue en tout cas. Et puis la question des déchets était complètement passée hors de leur radar. Ça change. Hein. Il est devenu très clair pour l'ensemble des projets que j'ai pu rencontrer depuis, que ces questions-là font partie de leur spectre de préoccupation à des degrés plus ou moins avancés. Un projet qui est à très très long terme, on peut comprendre que la question des matières soit un peu accessoire par rapport à la consolidation du réacteur. Pour un projet qui a déposé sa DAC il y a quelques semaines, il est indispensable que ce projet-là soit capable de répondre à la question de l'approvisionnement en matière et des idées sur la manière dont il gère ses déchets. Voilà. Il y avait une question sur la transmutation, mais je pense que j'ai à peu près répondu tout à l'heure. Sur les coûts. Alors, on n'a pas fait d'analyse des coûts amont-aval. Ça revient évidemment régulièrement, puisque quand on dit il faut et ce serait bien de faire, tout ceci est évidemment sous contrainte économique. C'est d'ailleurs un des points d'alarme qu'on met, enfin d'alerte, qui sont choisissons bien avant de nous engager dans quelque chose qu'on regrettera par derrière. Quand on dit régulièrement quand on avait dit l'année dernière, passons-nous du MREP et allons directement au RNR, c'est évitons les coûts du MREP si de toute façon on va au RNR et que le MREP ne nous apporte pas un bonus fort. Je révise un petit peu cette opinion cette année, basée sur l'ensemble des éléments qui nous ont été fournis sur l'évolution du concept. Il faut toujours se poser cette question-là. Je suis moins négatif sur la partie MREP. La partie coût énergétique, le contenu énergétique de la matière nucléaire est tel que, quel que soit le processus industriel au début et à la fin, on sera toujours énormément gagnant du point de vue énergétique. Un gramme d'uranium contient autant d'énergie qu'une tonne de charbon, c'est ça, quelque chose comme ça. Et produire un gramme d'uranium et le traiter, ça n'a pas du tout la même intensité énergétique que le charbon. Je ne retenais pas le gramme et la tonne, je ne suis pas très sûr de moi là-dessus, mais c'est vaguement l'ordre de grandeur. Donc la question du coût économique est très pertinente. La question du coût énergétique est résolue instantanément. Le bénéfice énergétique est gigantesque par rapport à l'investissement énergétique.